Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat du samedi à 8h42 sur Sud Radio, on retrouve le philosophe et essayiste Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, c'est aux éditions du Cerf. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous tous les deux. Entre autres, autour de cette question qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter depuis 7h du matin. Est-ce que pour vous, ce remaniement, est-ce qu'il est le signe de la continuité, d'un renouvellement, ou est-ce que ça n'a aucun intérêt pour vous ? C'est assez partagé chez nos auditeurs. 42% d'entre eux considèrent que c'est de la continuité et 56% sans intérêt. Je vais commencer par vous, Arnaud Benedetti. Bon, je ne vais pas vous demander si c'est sans intérêt pour un politologue. Franchement pas, j'imagine. Continuité, choix de la continuité, notamment à droite, dans des postes régaliens ou économiques. C'est votre lecture ? Ah, vous avez tout dit, oui, en effet, c'est vrai. Au regard de ce que l'on connaît de la méthode de Emmanuel Macron, il y a une très grande continuité. Alors, vous avez des ministres politiques, vous avez des ministres qui sont des ministres experts, ça se partage, ça s'équilibre. Vous avez des ministres qui ont une trajectoire de droite, des ministres qui ont une trajectoire de gauche, ça s'équilibre également. Mais là où vous avez, je crois, mis, j'allais dire, le doigt sur l'essentiel, c'est que oui, quand on regarde la répartition des postes, c'est-à-dire qu'on voit plutôt que sur les ministères régaliens, à l'exception de la justice, mais sur le régalien et l'économie, le président de la République a confié, et Elisabeth Borne ont confié ses responsabilités à des ministres plutôt de droite. Sur le social, c'est plutôt des ministres de gauche, enfin en tout cas qui ont un parcours de gauche, Madame Bourguignon ou par exemple Monsieur Dussopt. Sur le travail, avec l'exception notable de Monsieur Abad qui prend le portefeuille, je crois, de la solidarité. Et ensuite, bon, il est sur les postes de la transmission, ça c'est intéressant, c'est-à-dire l'éducation nationale et sur la culture. On voit qu'il y a un affichage qui se veut progressiste en allant chercher des personnalités issues du monde de la diversité. Après, on va en parler si tout vous à voulez, l'heure. il y a toute cette articulation qui a été évidemment pensée, mais ceci dit, on est véritablement dans la continuité. Je ne suis pas sûr que c'est un impact réel, par exemple, sur l'orientation des votes lors des élections législatives. Oui, c'est ça. C'est votre avis aussi, Vincent Cespedes. Le régalien, l'économique à droite, le social à gauche. Alors oui, effectivement, moi je vois la continuité, mais un peu perverse. J'ai l'impression qu'on est dans de la tactique d'affichage. Avec les législatives qui arrivent, il faut brouiller les pistes. Et je vois une pointe de perversité. On va en parler, comme vous l'avez dit, Laurence. Oui. Après, je suis moi sidéré par plutôt les absences, quoi. L'absence transport, l'absence logement. Quand on sait que, voilà, avec la crise, il y a près de 15 millions de Français qui sont fragilisés, 4 millions de mal logés, près de 300 000 SDF. C'est le premier budget de dépenses des Français et 0 ministère du logement. Donc, oui, c'est étonnant, on voit aussi que par ces absences-là, il y a quelque chose qui effectivement est étonnant. Et moi, je vois quelque chose de très tacticien pour semer finalement le débat. Je pense que le casting est assez génial pour qu'il y ait un vrai débat, et je dirais même un débat au sein du gouvernement lui-même, parce que Darmanin, avec Pape Ndiaye, on a quand même des oppositions réelles, politiques, totales. Donc, c'est fait pour faire le buzz. C'est un gouvernement TikTok ou Instagram, et surtout Twitter, ça va buzzer beaucoup. Voilà, il y aura des conflits. Le poids politique de ceux qui représentent les forces sociales, il est assez néant. C'est un poids, voilà, de professeurs, d'historiens, etc. Mais le poids politique, ce ne sont pas des bêtes politiques. On attend de voir. Moi, je me réjouis quand même de ces petites lueurs, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir de la perversité, parce que tout dépend bien sûr de la marge de manœuvre qu'on va laisser à ces ministres spontanément plus progressistes quand on découvre leur nom. Ouais. Vous y voyez une tactique perverse, gouvernement TikTok, pour reprendre les expressions de Vincent Cespedes, Arnaud Benedetti? J'y vois du marketing, oui, indéniablement.
Alors peut-être que le marketing est pervers, c'est probable d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, j'y vois du marketing, mais c'est assez conforme à ce que fait Emmanuel Macron. Si vous voulez, Emmanuel Macron, il a une idéologie, c'est clair. L'idéologie, c'est la standardisation, c'est l'adaptation au standard de la globalisation pour aller très vite, même si ça a été profondément, j'allais dire, perturbé par les deux crises, à la fois sociales et sanitaires, que son mandat a rencontré. Mais en fait, il a une approche segmentée, si vous voulez, de la société. C'est-à-dire qu'il ne parle pas à tout le monde en même temps. Il parle à tout le monde en fonction de ce que ses cibles entendent et veulent entendre. Donc, il va, à un moment donné, si vous voulez, parler aux boomers, et puis il va parler aux jeunes, et puis il va parler à la diversité, et puis il va essayer de parler à un électorat qui est plus identitaire. Si vous voulez, il additionne un certain nombre de segments. C'est tout à fait, j'allais dire, constitutif de ce qu'est le marketing, en l'occurrence, pour essayer de déployer son arc politique. C'est ce qu'il a toujours fait depuis finalement 2017. Il continue ici avec ce premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Moi, ce que je note, c'est qu'en fait, il a une première ministre qui sera une première ministre extrêmement loyale, ça là-dessus, il n'a aucun souci à avoir, mais qui sera plus une collaboratrice qu'une première ministre, au sens où on attend d'un Premier ministre d'avoir une autonomie politique. Mais en fait, ces premiers ministres, depuis 2017, ont très peu d'autonomie politique. Finalement, Édouard Philippe s'en était construite une, et puis bon, il est parti. Oui, c'est ce que ça donnait, ouais. Voilà, donc on est dans cette situation. Rien de nouveau sous le soleil, d'une certaine façon. Rien de nouveau sous le soleil. Alors forcément, parmi les arrivants qui font déjà le buzz, vous le disiez, l'historien Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, on l'a vu hier, avec émotion d'ailleurs, lors de la passation, reconnaître qu'il est un symbole de la méritocratie et de la diversité. Il n'est pas dupe non plus, Pape Ndiaye. Vous le connaissez, vous, Vincent Cespedes, ou pas ? Ah oui, je le connais. J'ai dû le croiser dans des conférences ou des plateaux de télé. Et surtout, je connais son œuvre. C'est un historien qui fait un travail très sérieux, qui est du côté, bien sûr, des minorités, qui est à l'opposé de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire que Blanquer s'affichait sur l'anti-wokisme et il voyait un péril woke partout dans l'université. Pape Ndiaye, il est du côté des woke, de ce qu'on trouve sympathique chez les woke, c'est-à-dire lutter sans concession pour une représentativité de la diversité, pour la mémoire coloniale française. Voilà, on est dans quelque chose d'incroyable. Incroyable. Quand j'ai vu, je vous avoue, quand j'ai vu le nom apparaître, je me suis dit, mais c'est trop fort au niveau stratégique, marketing dont on vient de parler. C'est quoi, c'est une prise de guerre à gauche parce que c'est le seul profil qui a été salué par Mélenchon, d'ailleurs. Oui, il est obligé. Donc oui, c'est du sérieux, c'est du costaud, c'est une prise de guerre, je ne sais pas, mais quand même, on a affaire là à un symbole extrêmement fort. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose, encore une fois, qui va faire buzzer. D'ailleurs, il va focaliser beaucoup l'attention. Oui. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un divertissement, d'un dérivatif, parce qu'on va vraiment en parler. Je pense qu'il y aura beaucoup de conflits. Il suffit de voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, comment l'extrême droite et la fachosphère est vent debout contre cette nomination de Pape Ndiaye, sans parler de Marine Le Pen et autres, pour voir que là, il y a du débat, il y a du buzz, et ça risque d'être un dérivatif. Et puis, deuxième chose... Mais c'est peut-être le but recherché, non, du président Macron ? C'est ça, je pense que c'est le but, effectivement. Et deuxième chose, je voulais juste ajouter à ce qui a été dit par Arnaud précédemment, le compartimentage que Macron fait, cette idée qu'il y a des silos et qu'on a des cibles et on vise des cibles, ça nous empêche de voir la stratégie d'ensemble. Et c'est pour ça que c'est le président du flou, c'est le président du en même temps, donc de la confusion. Et ce gouvernement, je trouve, est vraiment bien. Vous avez la droite dure, anti-mariage pour tous, et tous les progrès sociaux qui ont été avancés, je pense à Damien Abad et d'autres. Et puis vous avez il est à compte pour les LR, c'est-à-dire que vraiment c'est un gouvernement de droite, voire de droite un peu dur, mais il y a des éléments qui font débat, qui font buzz, qui font le en même temps. C'est la marque d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi une stratégie nouvelle. C'est pour ça que je parle de TikTok ou de Twitter. C'est-à-dire c'est une logique où le clash, parce qu'il y aura des clashs, c'est électrique, c'est un casting de télé-réalité. Vous avez des gens qui sont absolument pas d'accord, qui vont devoir habiter sous le même toit. Ça promet des clashs, ça promet de la visibilité, ça promet
d'absorber totalement le débat politique en tant que tel. Et donc, quelque part, même s'il y a des consciences politiques dans ce gouvernement, j'ai l'impression que la composition disparate de ce gouvernement est là pour dépolitiser le débat et le personnaliser sous forme de clash. Ça clash un peu d'ailleurs sur votre liaison Zoom, Vincent Cespedes. Arnaud Benedetti, vous avez la même lecture, vous, en ce qui concerne le choix de la personnalité, du profil de Pape Ndiaye ? Oui, alors si vous voulez, je pense qu'il a voulu, en effet, d'une certaine manière, couper la route de la gauche en nommant Pape Ndiaye, notamment en jetant une pierre dans le jardin de Jean-Luc Mélenchon, en faisant de cette nomination un épouvantail dont il sait très bien qu'elle va créer un certain nombre de controverses sur sa droite, et ça, il considère qu'il voit ça plutôt d'un œil positif. C'est le moyen pour lui, si vous voulez, de réactiver sa fameuse idée du progressisme. Voilà, mais je suis assez d'accord sur le fait que, si vous voulez, ce gouvernement, c'est un peu représentatif de l'archipel, c'est-à-dire que chacun est sur son île, parmi ses différents ministres. Le problème, c'est qu'il va falloir que ce gouvernement vivent ensemble. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on ne voit pas finalement, à part la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait, on a un gouvernement qui ne tient que parce qu'il y a une extrême personnalisation du pouvoir aujourd'hui. Mais après, les lignes de cohérence, en effet, entre d'un côté M. Pape Ndiaye, moi je pense que M. Pape Ndiaye va évoluer. C'est-à-dire que et que ceux qui aujourd'hui saluent à gauche notamment sa nomination risquent d'être déçus parce que il peut en effet à un moment donné disons se convertir à une forme de réalisme macronien qui fera il peut peut-être décevoir à gauche. Il y a ce risque. De toute façon, il a accepté quand même un poste. Il a accepté la mission, oui, c'est sûr. Il a accepté quand même un poste dans une majorité qu'il critiquait auparavant. Donc ça, c'est quand même un signal déjà. Quand vous acceptez, il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui avaient été démarchées par Emmanuel Macron, qui ont refusé. Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste. Je crois que Yannick Jadot aussi a refusé une possible nomination. Oui, en fait, le problème, c'est la mise en musique de tout cela. Ça va être compliqué. Et dans un contexte politique où on voit qu'il n'y a pas d'état de grâce. Il n'y a pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'état de grâce pour Madame Borne qui vient d'être nommée. Vous avez même une majorité de Français qui est plutôt favorable au fait qu'il faudrait imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Maintenant, tout va dépendre, si vous voulez, du résultat des élections législatives. Je crois que c'est ça qui est important pour les semaines qui viennent. C'est quelle va être cette majorité. Si Emmanuel Macron dispose d'une majorité, ce qui devrait être le cas en principe, mais il faut être très prudent, sera-t-elle relative? Si elle est relative, il aura des conditions d'exercice de son mandat qui sont beaucoup plus difficiles, en effet. Donc, tout ça reste ouvert pour l'instant. Oui, c'est ça. On verra si c'est un gouvernement de transition ou pas, d'ailleurs. Merci en tout cas pour vos lectures à tous les deux. Vincent Cespedes, merci beaucoup. Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle votre ouvrage « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir », c'est aux éditions du Cerf. Merci, à très vite. Allez, à suivre, après le journal, on sera en ligne avec Lola Schulman. C'est la chargée de plaidoyer Amnesty France qui a publié jeudi une lettre ouverte pour inviter les joueurs de l'équipe de France à prendre position sur la maltraitance des ouvriers migrants au Qatar qui travaillent pour la prochaine Coupe du Monde. On en parle avec elle. Sud Radio, il est 9h05.